6 ans là-bas, donc à pratiquer intensément avec lui. Je suis allé le voir un jour pour lui demander si ça serait ok de pratiquer, de commencer à enseigner. J'avais envie de partager ce que j'avais appris. Enfin, pour moi, c'était tout ce que je faisais, le yoga. C'était toute ma vie et vraiment j'adorais ça, cette pratique de l'Ashtanga. Et donc j'ai commencé à vouloir partager un petit peu ce que j'apprenais avec les gens. Donc à l'époque, je travaillais sur la 3e série. Et donc je suis allé le voir pour lui demander si ce serait ok d'enseigner. Et donc il a hoché la tête comme d'habitude. Oh yes, you can teach primary series. Il m'a dit oh oui, c'est ok, tu peux enseigner la première série. Donc ce qui se passait en fait, à l'époque il n'y avait pas vraiment d'autorisation écrite ou quoi que ce soit, c'était simplement oral. Il donnait sa bénédiction orale aux étudiants qui avaient un certain niveau, parce que c'est pas en ayant fini la première série, quelqu'un qui avait fini la première série n'aurait pas été le voir et lui demander d'enseigner. D'accord ? Il fallait être beaucoup plus avancé dans la pratique pour recevoir son autorisation pour enseigner. Une personne, même avec une bonne première série, n'aurait pas été autorisée à enseigner. Il fallait avoir au moins fini la 2e série, voire la 3e, ou les séries très avancées pour recevoir l'autorisation d'enseigner. Et il disait, je me rappelle, si vous voulez enseigner un asana, il faut l'avoir pratiqué au moins 100 000 fois. Okay ? Et une fois que vous l'avez pratiqué 100 000 fois, ensuite, vous pouvez l'enseigner. Ouais, donc 100 000 fois, ça fait, même si on pratique tous les jours pendant 365 jours, j'ai pas fait le calcul, mais 100 000 fois, ça fait quand même quelques années, d'accord, avant de pouvoir enseigner. Donc c'était un peu ça. Il faut pratiquer, il faut l'avoir pratiqué plein de fois, comprendre avec son corps qu'est-ce qu'il faut faire, etc., qu'est-ce qui se passe, pour ensuite essayer de retransmettre ça. Okay, donc voilà, c'était un peu sa manière de faire. Et donc, il disait également que de manière à pouvoir être un enseignant d'Ashtanga Yoga, il fallait avoir fait au moins la 3e série. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, être un professeur d'Ashtanga Yoga est un travail, on va dire, c'est extrêmement physique. Il faut être extrêmement fort, d'autant plus que enseigner c'est une chose, mais il faut continuer à faire sa pratique soi-même, d'accord ? Donc c'est une pratique personnelle plus enseigner, donc ce qui fait beaucoup de travail physique, d'accord ? Donc maintenant une personne qui aurait fini la première série, mais qui l'a fait juste et qui commence à enseigner, ça risque de faire un peu beaucoup, surtout s'ils n'ont pas l'endurance nécessaire, d'accord ? Donc la première chose qui va partir, ça va être la pratique personnelle. D'accord ? Parce que si on enseigne trop tôt et que ça devient son gagne-pain, si on n'a pas assez d'énergie pour faire les deux, on va vouloir quand même continuer à gagner de l'argent. Donc ce qui se passe très souvent, et je le vois maintenant, c'est que la plupart des gens, ils commencent à enseigner trop tôt. D'accord ? Bon, ça fait 2 ans qu'ils font d'Ashtanga, 3 ans qu'ils font d'Ashtanga, ils pensent qu'ils ont un bon niveau pour enseigner, etc. Et ils commencent à enseigner trop tôt, ils en font trop vite, et au dépend de leur pratique personnelle. La pratique personnelle est mise de côté, et après on pratique plus, ou on pratique pas très sérieusement, etc. Donc lui, c'était vraiment très important que les personnes qui l'autorisaient aient un haut niveau dans leur pratique personnelle, pour qu'ils puissent continuer à faire leur pratique et à enseigner à côté. Et ça, c'était très important, de ne pas dire, bon, ça y est, maintenant je suis prof, j'ai plus besoin de pratiquer. Ce qu'il disait souvent, qui est devenu une de ses cotations, que tout le monde aime bien dire, c'est la pratique du yoga, c'est 99% de pratique et 1% de théorie. D'accord ? Donc effectivement, on peut étudier les textes, etc. Mais c'est pas en lisant sur le yoga qu'on va avoir les bénéfices du yoga, les bienfaits du yoga. D'accord ? Si on ne pratique pas, vous pouvez lire tous les livres de yoga que vous voulez, il y aura 0 de résultat. Il faut pratiquer. D'accord ? Et lui, c'est vraiment là-dessus, il était pratique. Il faut le faire. Okay.
pas une pratique d'ashtanga traditionnelle, c'est-à-dire les positions, etc. Moi, quand je suis allé le voir, il avait déjà, je sais pas, 73, 75 ans. D'accord, donc il avait déjà arrêté depuis un moment, mais il faisait du pranayama, d'après ce que je comprends, pour avoir de la méditation, des rituels, etc., des chants, etc. Il avait une pratique différente et il continuait à donner des cours tous les jours. Il était là tous les jours, d'accord, le matin de bonne heure. Et au départ, il n'y avait pas grand monde quand j'ai commencé, mais rapidement, ça s'est développé et il y avait 40, 50 personnes et il enseignait de 5 heures du matin jusqu'à midi. Donc à 75 ans ou plus, il donnait 6 ou 7 heures de cours d'ashtanga par jour. Et ce qu'il faisait était incroyable. C'était carrément incroyable de voir ce petit homme aller. Et puis il y avait des Américains qui étaient énormes. D'accord, et de les voir manipuler, etc. Il avait une force physique incroyable. Il était très très fort. Moi, j'ai jamais vu de cours d'ashtanga guidé à Mysore. Pendant tout le temps où j'étais là, il n'y avait qu'un style, c'était Mysore style. Le style Mysore. J'ai jamais fait un cours d'ashtanga guidé, je ne savais pas ce que c'était. Jusqu'à ce que je vienne en Occident et que je voie qu'il y avait une autre façon de donner des cours d'ashtanga. Mais là-bas, c'était que Mysore. Chacun avait sa pratique que lui donnait. On pouvait pas, il nous donnait notre pratique et c'était lui qui allait rajouter les positions, etc. D'accord ? Donc c'était pas nous qui décidions quoi que ce soit. Et quand on pensait, on disait Guruji, next pose. Non, not next pose. Oh, ok. Non. Et voilà, ça se passait comme ça. Enfin, c'était toujours lui, quand il pensait qu'on était prêt à progresser, à faire d'autres positions, qui les donnait. Mais on avait toujours au moins le respect d'aller lui demander est-ce que je peux en faire plus. Alors que je vois souvent partout les étudiants, ils ne demandent pas notre avis et hop, ils font ce qu'ils veulent, etc. Il n'y a pas vraiment de respect du prof, on va dire. Alors que là-bas, ça ne serait pas passé comme ça. Style de vie des ashtangi, ce qui se passe, c'est qu'on avait cette pratique très intense, très tôt le matin. Donc, moi, je commençais après, on a commencé encore plus tôt. Au début, c'était à 5 heures, mais après, il y avait de plus en plus de monde. Donc, on commençait les cours de plus en plus tôt. Ça commençait à 4h30. D'accord ? Donc, ce qui veut dire qu'il fallait se lever à 3h30. D'accord ? Si on avait le temps de se brosser les dents, de prendre une petite douche avant d'aller là-bas, d'aller au studio, etc. Donc, le style de vie, en fait, c'était une pratique qui était tellement intense que on allait faire sa pratique le matin, 1h30, 2 heures de pratique intense, puis le reste de la journée, on récupérait, quoi. Donc après la pratique, c'était rentrer chez soi, ou dans sa chambre d'hôtel, ou dans sa maison, si on avait la chance d'avoir loué une maison. On préparait le petit déjeuner. Ensuite, en général, ce qu'on faisait, c'était on préparait le déjeuner, on invitait d'autres étudiants de yoga ensemble, donc on socialisait, on va dire, pour parler de yoga, etc. L'après-midi, c'était fait, il y avait différentes choses, il y avait des gens, des étudiants qui prenaient des cours de musique indienne, des cours de philosophie. La plupart d'entre nous, si je me rappelle bien, allaient à un hôtel qui avait la seule piscine à Mysore qui s'appelait Southern Star, l'étoile du Sud. Et on était tous membres de la piscine et on allait se retrouver là-bas et on allait passer l'après-midi au bord de la piscine à discuter de yoga entre autres et encore une fois de récupérer de la pratique intense. Donc en gros c'était la vie qu'on menait. C'était pas une mauvaise vie.